On s'est tous déjà posé la question, comment des machines industrielles de plusieurs tonnes, extrêmement complexes, arrivent-elles à être contrôlées par une logique numérique totalement invisible? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans ce décryptage. En prenant l'exemple très concret d'un automate S7300, on va voir, étape par étape, le langage qui donne littéralement vie à nos usines. De l'assemblage des pièces matérielles jusqu'au test final de notre programme, on va tout passer au crible. Au menu de cette exploration, on commence par une petite découverte du mélangeur. Ensuite, on passe à la construction du cerveau de l'automate, on fera le pont entre le monde physique et le numérique, on écrira la logique de contrôle, et pour finir, la meilleure partie, on va tester notre cycle automatisé. Première étape de notre parcours, la découverte du mélangeur. Car oui, pour automatiser un processus avec succès, la règle d'or, c'est qu'il faut absolument comprendre la mécanique physique en jeu. Il faut observer la bête qu'on essaye d'apprivoiser, voir comment chaque capteur et chaque moteur interagit dans le monde réel, et ce, bien avant de taper la moindre ligne de code. Et justement, voici la boucle parfaite en 4 temps que notre cuve de mélange va devoir exécuter toute seule. Le principe est simple, 2 liquides remplissent le réservoir, ils sont mélangés pendant une durée hyper précise de 7 secondes, puis la cuve se vide pour envoyer le tout ailleurs dans l'usine. Et hop, on recommence à zéro, inlassablement. Pour réaliser cette petite chorégraphie, le système s'appuie sur des composants bien spécifiques. L'analogie est d'ailleurs assez frappante. Les entrées physiques agissent littéralement comme l'essence de la machine. Nos capteurs et nos boutons envoient des signaux de 24 volts pour dire « c'est vrai » ou « c'est faux ». De l'autre côté, les sorties, ce sont les muscles, les pompes, le mélangeur électrique, la vanne. Ce sont eux qui exécutent la force brute en écoutant les ordres du cerveau. Ce qui nous amène à notre deuxième section, la construction de ce fameux cerveau, avec la configuration matérielle dans Simatic Manager. C'est assez fascinant de voir comment on peut assembler nos pièces matérielles de façon totalement numérique dans le logiciel. C'est un peu comme monter un ordinateur, il y a des règles à respecter. On a un rack Station 300 et on y glisse nos modules séquentiellement. Emplacement 1, l'alimentation électrique. Emplacement 2, notre processeur, la CPU 316. Et là, attention, une contrainte technique stricte entre en jeu. Le module d'entrée doit obligatoirement s'insérer à partir de l'emplacement 4. On laisse donc l'emplacement 3 délibérément vide. C'est un peu comme ce siège de train qu'on a l'interdiction absolue d'occuper. Le module de sortie viendra juste après, en position 5. Et regardez bien cette petite distinction dans l'adressage, elle est capitale. Les adresses mémoire de nos entrées commencent à l'octet 0, mais nos sorties démarrent beaucoup plus loin, à l'octet 4. Pourquoi ce décalage? Eh bien, cette séparation nette empêche tout simplement de mélanger par erreur le signal d'un petit capteur avec la grosse commande d'un moteur. Ça évite les catastrophes qui pourraient paralyser toute l'installation. Allez, troisième point, faire le pont entre notre monde physique et notre code numérique avec la création de la table des mnémoniques. Avant de coder quoi que ce soit, il nous faut un dictionnaire. Au lieu de s'arracher les cheveux pour se souvenir que le code binaire I0.0 correspond au fond de la cuve, on lui donne un nom clair. Niveau NB pour niveau bas. C'est un soulagement immense pour la programmation. Nos petits interrupteurs s'alignent sur les adresses d'entrée, nos grosses pompes sur les sorties, le tout sous un type de données booléen. En gros, allumé ou éteint, vrai ou faux. Quatrième étape, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, l'écriture de la logique de contrôle. C'est dans le bloc principal OB1 qu'on va littéralement rédiger l'intelligence de notre machine. Et la star incontestée de cette logique, c'est la bascule SR, qu'on appelle très souvent le flip-flop. C'est la brique fondamentale. Le principe est magique. On envoie une petite impulsion sur l'entrée 7 et hop, la sortie s'allume et reste verrouillée. Pas besoin de maintenir un doigt appuyé sur le bouton, elle restera allumée jusqu'à ce qu'une autre impulsion vienne frapper l'entrée reset pour couper le signal. Concrètement, si on regarde la logique de nos pompes, ça donne ça. Le niveau baisse, touche le fond de la cuve et paf, le capteur de niveau bas envoie le signal 7. La bascule s'enclenche, les 2 pompes démarrent d'un coup et remplissent la cuve joyeusement. Elles s'en moquent du capteur bas une fois lancé. Elles ne s'arrêteront net que lorsque le liquide viendra chatouiller le capteur de niveau haut qui déclenchera alors le reset. Alors on a une cuve pleine à ras-bord, des pompes à l'arrêt, mais la vraie question c'est comment le système sait-il qu'il doit passer à la phase de mélange de façon totalement fluide, sans la moindre intervention humaine? La réponse tient en un mot, le temporisateur. Ce fameux capteur de niveau haut, en plus de couper les pompes, lance un chrono. Un temporisateur à impulsion prolongée réglé très exactement sur 7 secondes. Le mélangeur s'active alors vigoureusement et s'éteindra tout seul à la fin du compte à rebours. Et petite subtilité technique, le système lui interdit de démarrer si la vanne de décharge est ouverte. Et oui, on ne veut pas faire tourner un mixeur dans le vide, ça détruirait tout le matériel. Nos 7 secondes sont écoulées. Le mixeur est off.
Et là, c'est la vanne de vidange qui prend le relais grâce à une nouvelle bascule. Mais avec une double sécurité en béton, la vanne ne s'ouvre que si le réservoir est plein et que le mélangeur est bel et bien éteint. Aucun risque de vider la cuve avant que le mélange soit parfait. La cuve se vide ensuite tranquillement jusqu'à toucher à nouveau notre petit capteur de niveau bas qui vient refermer la vanne. Et la boucle est bouclée. On arrive à notre 5e et dernière partie, et sans doute la plus satisfaisante. Tester notre cycle automatisé. Grâce aux simulateurs comme PCS7 et WinC Flexible, on va vérifier que notre logique est infaillible avant le déploiement. On passe en mode simulation en ligne et on exécute nos étapes. On s'assure de fermer le bouton d'arrêt, on active le capteur de niveau bas et on regarde la magie opérer à l'écran. C'est cette étape de vérification numérique qui nous garantit qu'une fois dans le monde réel, on ne va pas déverser par erreur des milliers de litres de produits chimiques directement sur le sol de l'usine. Et justement, parlons sécurité un instant, car c'est un point absolument crucial. Notre bouton d'arrêt d'urgence n'est pas là pour faire joli. C'est un contact normalement fermé qui est littéralement câblé sur l'entrée reset de toutes les bascules de notre programme sans exception. Si on appuie dessus, ça coupe tout, instantanément. Peu importe l'étape en cours, la machine s'arrête net. C'est radical, mais vital. On voit bien que ces règles ultra simples, ces petites bascules, forment finalement le socle de notre industrie moderne. Et ça laisse vraiment songeur. Si quelques blocs logiques et un petit chrono suffisent pour contrôler une telle machine de A à Z avec une précision militaire, jusqu'où cette formidable chorégraphie numérique peut-elle aller quand on pense aux giga-usines ultra automatisées qui voient le jour en ce moment? C'est tout bonnement vertigineux.